Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. À 9h45, Abdourahmane Sano sur ce plateau et sur cette antenne. Le temps pour nous de partir du côté de la France, d'où nous attend Vincent Hugues. Et il est journaliste indépendant essayiste, enseignant à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme colonial. Talibé Bari, on s'intéresse d'abord donc en relation, plutôt en liaison avec ce sujet. On s'intéresse à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu hier, un sommet donc qui est revenu sur la question de la durée de la transition en Guinée. Oui, un sommet qui a fait un certain nombre de constats en ce qui concerne la Guinée, puisque vous savez, principalement les questions maliennes, burkinabé et guinéennes étaient donc inscrites à l'ordre du jour de ce sommet, et la CEDEAO dit prendre note de la création récente, pas de la mise en place, de la création récente, donc du CNT. Mais en son 14e point, donc ce rapport, disons ce communiqué final du sommet dit ceci: la conférence constate avec préoccupation que 5 mois après le coup d'État, un calendrier de transition n'a toujours pas été mis en place, ainsi qu'exigé par la conférence des chefs d'État. Donc c'était une sorte de camouflet qui est ainsi infligé à cette transition. Non, pas de camouflet quand même. Absolument. Non, une sorte de rappel, d'insistance, mais pas de camouflet quand même. Tenez-moi responsable de mes propos. Non, les chefs d'État signent, persistent, insistent sur la question d'un délai de la transition. Mais pour autant, c'est pas un camouflet, mon cher. Comment ça, un camouflet? C'est la fait combien de sommets que la CEDEAO demande justement un certain nombre de choses, la durée de la transition, le chronogramme de la transition. Oui. Aujourd'hui, attendez, je vous dis, laissez-moi, je suis responsable de mes propos. J'ai une bonne compréhension aussi, monsieur. Je perçois cela comme étant une sorte de camouflet. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Parce que vous ne pouvez pas considérer cela comme un camouflet, monsieur. Vous êtes dans l'inconfort que 5 mois après, vous ne sachiez pas quelle est la direction. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord. 5 mois après, pour autant, monsieur, les mots ont leur sens, ont leur poids. C'est pas un camouflet. J'en mesure le poids. J'en soupèse le poids. J'en soupèse le poids, monsieur Diallo. Je maintiens, c'est une sorte de camouflet diplomatique. Vous parlez très bien français, monsieur. C'est pas un camouflet. C'est une sorte de camouflet diplomatique que 5 mois après, on n'ait aucune lisibilité. On ne connaît pas la durée de la transition, on ne connaît pas le programme de la transition, on ne connaît. Mais attention, Talibé, attention, parce qu'on commence à avoir quelques informations, quelques bribes d'informations sur la durée de la transition. Parce que Dr Dansa Kourma, donc le président du CNT, a dit hier sur Dioma qu'ils optent pour une transition qui ne sera pas trop courte, mais qui sera ni courte, mais ni trop longue. Voilà, ni trop courte, ni trop longue. Est-ce qu'il y a un indice? Une durée, c'est quantifié. C'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 ans. Et lui, il est dans une sorte de compétition de qualificatifs. La durée courte, longue ou trop longue, ça c'est des qualificatifs. Nous attendons quelque chose de chiffré. Quelle est cette durée qui n'est ni courte ni trop longue, mais est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est un indice? Excusez-moi, entre court et long et trop longue, il y a longue. Ça veut dire que la transition, elle ne sera pas courte, elle ne sera pas trop longue, mais elle sera longue. Mais cette longueur-là, c'est quoi? Qu'est-ce que le CNRD, qu'est-ce que le CNT, à travers son président, qu'est-ce que dans ça appelle une transition ni courte ni trop longue? Bien. Cette transition longue, c'est quoi? Bien. C'est combien? Merci. Allez-y. Combien de mois? Combien d'années? Là est la question. Allez-y, Akumba. Voilà. Le temps pour notre réalisateur donc de préparer Vincent Hugues, donc qui va prendre la parole sur cette antenne. Allez-y, Akumba. Entre ni trop court ni trop long, il y a moyen quand même. Peut-être qu'il parle d'une transition à une durée moyenne. Mais non, il a précisé qu'il se situe au milieu des deux. Oui, donc long. Laissez-moi labourer mon champ. Allez-y. Que chacun fasse son travail. Les vaches seront bien gardées. J'ai dit ni trop court ni trop long, il y a moyen quand même entre les deux. Donc prenons cette matrice et regardons qu'est-ce qui est
urgents et importants au niveau de cette matrice-là. Prenons-les au mot. Qu'est-ce que la transition devrait, le comité, le Conseil national de transition devrait faire de manière urgente? C'est de ça que nous voulons comprendre de M. Dansa Kourma. Et quel est son plan d'action? Je pense que c'est trop aussi exigé de lui parce qu'il n'a pas encore pris fonction. Ouais. Attendons-le dans les prochains jours et soyons exigeants à l'égard de son travail. Très bien. Garay, Bon, en attendant la CEDEAO qui insiste sur la question du délai de la transition. C'était prévisible, ça je le savais, mais en attendant qu'il nous dévoile la durée exacte de cette transition et déterminer également un chronogramme, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une période exceptionnelle, Ouais. une période d'incertitude, parce que j'ai l'impression que nous partons tout droit dans la même situation que celle de 2009. Et ça traînait, la classe politique s'est levée pour demander un chronogramme, pour demander à ce que le chef de la junte d'alors puisse céder le pouvoir en organisant notamment les élections. Et après cela, on a vu qu'il y a eu un autre événement, le 28 septembre, qui a été qualifié de crime contre l'humanité. Il y a eu des choses atroces qui se sont passées là. Et je pense que de là à traîner, à patauger sur la durée et le chronogramme de la transition, je pense que ça pourrait enfin réveiller au sein de la classe politique ce qu'elle avait fait, Bien. notamment en 2009 pour pouvoir exiger de la junte au pouvoir à céder le pouvoir à un civil. Il faut faire très attention parce que la Guinée pourrait risquer gros. Bien, Garay Girassi, donc dans cette émission, nous partons du côté de la France, d'où nous avons en direct Vincent Huge. Il est journaliste indépendant, essayiste. Il est également enseignant à Sciences Po. Il est en direct. Bonjour, monsieur Huge. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes vos auditeurs et auditrices. Bienvenue sur Film FM. Allez-y, première question, cabinet Fofana. Merci Monsieur Huge. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, eu égard à la montée, disons, des putsch en Afrique de l'Ouest, craindre une sorte d'épidémie des coups d'État quand on sait déjà que le Burkina, le Mali et la Guinée sont tombés, et au sommet d'hier, 3 chefs d'État étaient absents. Auquel sommet? Mais d'abord, il est tentant effectivement de filer la métaphore pandémique, avec une apparente épidémie de putsch à l'ancienne, ce que j'appelle les coups d'État vintage, avec des variants, le variant tchadien, le variant burkinabé plus récemment, les variants guinéens, maliens, etc. Cela posé, je crois effectivement qu'il y a une sorte d'effet désinhibiteur. Ce qui apparaissait comme une prise de pouvoir anachronique est devenu un mode de dévolution du pouvoir envisageable. Et je pense qu'il y a une sorte de dynamique qui s'est faite parmi des officiers trentenaires et quadragénaires qui s'aperçoivent qu'au fond, quand le pouvoir civil est extrêmement faible, défaillant, quand il apparaît comme incapable de remplir ses missions cardinales, notamment de sécurité et de bien-être basique pour les citoyens, eh bien après tout, le putsch que l'on croyait relégué aux oubliettes de l'histoire redevient une sorte de mode d'accession au pouvoir envisageable. Et au passage, j'attire votre attention sur le fait que les images, si vous les mettez bout à bout, des différentes proclamations des prises de pouvoir, Mali à 2 reprises d'ailleurs, Guinée, Burkina Faso, il y a quelque chose d'assez ébouriffant à mesurer le caractère archaïque de ces officiers en treillis de combat venant lire laborieusement un communiqué sur les écrans de télévision. Mais, ayant dit cela, je dois souligner aussi qu'il ne faut pas céder au simplisme. Chaque situation que je viens d'énoncer et que vos auditeurs connaissent parfaitement, eh bien, chaque situation répond à des spécificités nationales. Et par exemple, et je m'arrêterai là-dessus, il va de soi que le moteur de la prise de pouvoir en Guinée n'est pas le même que ce qu'on a pu voir au Burkina et au Mali, par exemple. Oui, Guinée, justement. Ouais. Il est parfait. Oui. Oui, je disais justement, oui. C'est-à-dire que au Mali, il est clair que l'entêtement, je dirais quasiment suicidaire, d'Alpha Condé à manœuvrer pour briguer un 3e mandat a été un élément déclencheur incontestable du désaveu populaire. Alors que quand vous regardez les situations au Mali et au Burkina, il est tout aussi clair que c'est
l'incapacité des organismes d'État incarnés par une présidence pourtant élue à juguler les assauts djihadistes dans ces deux pays, qui ont d'une certaine manière discrédité le pouvoir civil et mécaniquement, en quelque sorte, réévaluer l'image et le prestige de l'institution militaire. Donc voilà, chaque pays a son histoire, chaque pays a ses spécificités, mais j'observe quand même que dans une période de 18 mois, on aura eu sous différentes versions donc de cette pandémie, sous différents variants, comme je disais à l'instant, 5 à minima, 5 coups d'État qui ne sont évidemment pas une bonne nouvelle en matière d'enracinement des pratiques démocratiques dans cette partie du monde. Oui, allez-y. Oui, Djaraï. Vous parlez, Monsieur Hugo, d'épidémie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une crainte qu'elle ne se transforme en pandémie, puisque vu l'allure que prend les coups d'État dans la sous-région, on a l'impression aujourd'hui que les militaires ont tendance à l'institutionnaliser. C'est-à-dire qu'on a failli assister, vous l'avez vu, voilà quelques jours, à l'éclosion d'un nouveau variant en Guinée-Bissau. Bon, là, il s'agit d'une tentative de putsch qui a avorté, mais après des combats meurtriers. Donc là encore, sans céder à la tentation de l'essentialisme, de la généralisation et de je ne sais quel déterminisme historique, il y a effectivement, en corollaire des défaillances de l'État, l'idée, à mon avis, l'illusion, on pourra y revenir, que un pouvoir de nature militaire serait mieux qualifié pour répondre aux aspirations citoyennes. Bon, le problème, il est le suivant, c'est que, regardez, prenez le cas du Mali et du Burkina Faso. Ce qui est invoqué comme justification, c'est donc l'incapacité que je viens d'évoquer et l'aptitude supposée des militaires à mieux gérer des enjeux vitaux comme la sécurité, la lutte contre la corruption. Eh bien, moi je dis rendez-vous dans 6 mois. Est-ce que dans 6 mois, dans ces deux pays, on aura la preuve administrée de manière incontestable que la performance, à la fois en termes de lutte contre le fléau djihadiste et de combat contre une corruption rampante, est meilleure que ce que pouvait produire le pouvoir civil? Je n'en sais rien, ni oui ni non, mais rien n'est acquis. Et à ce moment-là, l'enthousiasme impressionnant manifesté dans les rues de Bamako ou de Ouaga pourrait se transformer, se retourner en grief contre le même pouvoir militaire s'il ne se montre pas capable de faire mieux que ceux qu'il a détrônés. Bien. Allez-y, Lincoln. Alors, le Burkina échappe aux sanctions de la CEDEAO, ce qui n'a pas été le cas pour le Mali et la Guinée. Comment comprenez-vous aujourd'hui la démarche de l'organisation sous-régionale? Est-ce que cela pourrait être quand même un précédent dangereux pour la CEDEAO? Bon, d'abord, c'est un secret de polichinelle de dire que la CEDEAO aujourd'hui, donc l'instance sous-régionale, joue un peu sa crédibilité. Alors, j'entends en filigrane de la question le procès en 2 poids 2 mesures, ou 3 poids 3 mesures en l'occurrence. Bon, simplement, cette CEDEAO qui n'a pas elle-même été toujours exemplaire dans le respect de ses propres chartes fondatrices, allusion évidemment à ce qui est advenu en Côte d'Ivoire, l'une des locomotives de cette instance régionale, eh bien, elle a besoin donc de redorer son blason. Et donc, elle revient à ses fondamentaux supposés. Ce que j'observe, si vous voulez, en tant qu'analyste, dans les déclarations, et notamment celle de Jean-Claude Cassibrou, le président de la commission de la CEDEAO, lors de ce sommet d'Accra, au Ghana, c'est qu'on en revient toujours à l'axiome d'une transition courte qui doit aboutir à des élections crédibles. Et par exemple, ce qui explique l'indulgence apparente vis-à-vis des putschistes du Burkina, c'est le fait que le colonel Paul-Henri Damiba a donné, semble-t-il, à ses interlocuteurs des garanties en termes de brièveté de la transition. Il a annoncé la restauration de la Constitution, ce qui est un peu paradoxal, parce que dans le même temps, il conserve les leviers de l'exécutif, mais passons. Et donc, d'une certaine manière, le langage employé à Ouaga était moins dans le registre lexical du défi que dans celui du compromis. Et c'est ce qui explique, je dirais encore une fois, l'immensuétude apparente de la CEDEAO. À l'inverse, vous avez par exemple au Mali, et dans une moindre mesure en Guinée, un langage de défi.
la CEDEAO étant dénoncée comme une marionnette postcoloniale de la France et de ses visées impérialistes réelles ou supposées. Bon, donc il est évident que les réactions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, eh bien, elle est aussi indexée d'une certaine manière sur la posture qui est adoptée par les pouvoirs de fait qui se trouvent aujourd'hui aux manettes. Bien, Vincent Huge, journaliste indépendant, essayiste, enseignant à Sciences Po. Vous rappelez... Une question particulièrement sur le cas de la Guinée. Sur le cas de la Guinée, vous rappeliez tantôt un peu ce langage de défiance de la junte guinéenne vis-à-vis de la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez, disons, l'impatience de la CEDEAO à voir les choses se clarifier par rapport à la transition en Guinée, parce que 5 mois Notamment sur la après, question de la durée. 5 mois après, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de calendrier. Je cite, pour répondre à cette relance, les propos donc de Jean-Claude Cassibrou au sujet du cas guinéen. Je le cite, hier, à Accra. Notre message est clair, dit-il, un chronogramme devant conduire aux élections est attendu avant de parler d'allègement des sanctions. Là, pour le coup, et quels que soient encore une fois les griefs que l'on peut adresser à la CEDEAO, c'est un retour, je dirais, aux fondamentaux de la maison. Et donc, s'agissant de la Guinée et d'allègement des sanctions, tout dépend du délai qui va être choisi, en théorie par le CNT, et la CEDEAO a rappelé que sa doctrine en la matière, s'agissant de la Guinée, c'était une échéance de 6 mois. Au risque d'être démenti demain matin, je ne pense pas que le pouvoir en place aujourd'hui à Conakry soit prêt à passer toutes ces fourches codines temporelles là. On va sans doute nous expliquer que 6 mois, c'est trop peu, c'est trop bref, que ça ne permettra pas au CNT d'accomplir sa mission, etc., etc. Donc on voit bien que l'enjeu est celui-là. Mais enfin, encore une fois, quand vous avez un pouvoir qui fait huer la CEDEAO et la ravale au rang de pantin de marionnettes post-coloniales, vous ne pouvez pas non plus espérer une immense mansuétude à votre égard. Est-ce qu'on peut dire que la junte guinéenne risque de s'exposer à des sanctions plus fermes de la part de la CEDEAO si elle venait à camper un ayatollah sur la question sur son silence sur la durée de la transition? Est-ce que au même moment la junte dit que cette question sera réglée au CNT et pendant que pour beaucoup d'acteurs politiques, d'observateurs, la junte est en contradiction avec une des dispositions même de la charte de la transition en son article 77 qui dit que cette question est réglée de commun accord par le CNRD, donc la junte au pouvoir et les forces vives de la nation. Ah oui, de même qu'au Mali, Assimi Goïta s'est rétracté. La date de février 2022 pour l'élection générale, c'est lui qui l'avait validé, pour ensuite envisager une transition télescopique équivalente à un quinquennat présidentiel. Donc il y a une question de cohérence par rapport aux objectifs tentatives. Et puis, n'oublions pas que la Guinée aussi s'est proposée d'une certaine manière pour épauler tel ou tel de ses voisins à contourner ou en tout cas à amoindrir l'impact des sanctions décrétées par la CEDEAO. Donc là encore, retour à mon propos initial sur la posture de défi. Mais vous savez, à mon sens, il y a là-dedans quelque chose d'assez rhétorique. Encore une fois, on a bien vu que ce discours francophobe et anti-CEDEAO était un puissant levier de mobilisation populaire. Bon, ça durera ce que ça durera, mais c'est ainsi. Et puis après, il faut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire que personne dans la région n'a intérêt à la perpétuation de cette sorte de belligérance diplomatique entre des pays de cette importance et qui jouent par ailleurs des rôles économiques cruciaux dans les échanges, qu'ils soient côtiers ou enclavés. Donc, je dirais pas mon espoir, parce que là, je raisonne en analyste et c'est tout. Ouais. Mais le scénario de sortie de crise, en l'occurrence, me semble être, après cette sorte de grande effervescence rhétorique et de mobilisation populaire, revenir à des postures de négociation et de compromis et aboutir à des calendriers qui seront jugés acceptables à la fois par les instances régionales, mais aussi, ne les oublions pas, par l'Union africaine,
par les partenaires, type Union européenne, et par les Nations Unies elles-mêmes. Hein. Ça ne se joue pas seulement dans le petit précaré de cette fraction de l'Afrique de l'Ouest. Les enjeux sont bien plus larges. Ils sont bien plus Donc voilà, importants. Une seule voie qui est très celle de la sagesse, c'est celle d'un compromis sur des chronogrammes, pour reprendre un mot tellement adoré, sous ces latitudes, des chronogrammes qui seront jugés pertinents, cohérents et effectivement préalables à un retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Dernière question, Mohamed Kaba. Alors mon cher Vincent, le Mali expulse l'ambassadeur de la France résident au Mali. Est-ce qu'on pourrait assimiler cela comme un camouflet pour votre pays? Et la seconde question, vous avez peut-être suivi toute l'actualité politique guinéenne à distance. Et Alpha Condé n'est plus aux affaires. Que retenez-vous de l'homme? Est-ce que vous l'avez côtoyé? Sur le renvoi de l'ambassadeur de la France, donc vous avez 30 secondes. Bon, alors on va faire court et concis, on va essayer en tout cas. D'abord, vous savez très bien que l'invitation, entre guillemets, à quitter le pays dans les 72 heures, dans l'échelle des peines diplomatiques, ça vient juste en deçà du renvoi immédiat et de la fermeture autoritaire de la chancellerie, et c'est très au-delà de la simple convocation au ministère des Affaires étrangères pour s'entendre dire le déplaisir que telle ou telle prise de position a pu susciter. Bon, c'est assez classique, mais honnêtement, moi, si vous voulez que la junte malienne recourt à la fois à cette rhétorique, à ce type de pratique hostile, ça peut se comprendre, ça s'explique très bien, encore une fois, par le facteur mobilisation populaire que j'évoquais tout à l'heure. Moi, ce qui me gêne davantage, et j'ai d'autant moins de tracas à vous le dire que je l'ai dit publiquement dans mes chroniques télé ou dans certains papiers, c'est que des officiels français aient choisi un registre hostile de même nature avec une sorte de surenchère rhétorique qui ne mène nulle part. Donc là aussi, je pense que on va calmer le jeu. J'ajoute simplement que Joël Meyer était extrêmement apprécié, y compris des Maliens, et que c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le pays et pour l'avenir. Mais bon, je vois ça comme un épiphénomène. Sur la deuxième question, oui, moi, vous savez, Alpha Condé, je l'ai croisé, notamment dans sa période, sa très longue traversée du désert parisienne, pas si inconfortable que cela, son amitié avec Bernard Kouchner, son disciple du lycée Turgot, etc., tout ça est bien connu. Moi, si vous voulez, il incarne jusqu'à la caricature une figure que j'avais évoquée, pardon de me citer, dans un bouquin qui a presque 10 ans maintenant, où j'avais publié aux éditions du CNRS, ici en France, que j'avais intitulé « Afrique, le mirage démocratique », où j'explorais l'écart, à mon sens abyssal, entre l'apparence des normes électives, par exemple, et la réalité de l'enracinement des réflexes démocratiques. Et dans ce petit bouquin, j'avais évoqué ce que j'appelais la malédiction de l'opposant historique, en expliquant, c'est quelque chose qui avait été illustré aussi par le Sénégalais Abdoulaye Wade, que lorsqu'on a été très longtemps relégué, n'oublions quand même pas qu'il a été un courageux défenseur de la liberté, condamné à mort par contumace, enfin vous savez pas mieux que moi, etc., et qu'on développe une sorte d'impatience, de fébrilité. Et lorsqu'enfin on accède au pouvoir dont on estime avoir été injustement privé par l'arbitraire du pouvoir en place, bien on peut se montrer cassant, autoritaire, suspicieux, méfiant, voire parfois méprisant à l'égard de ses collaborateurs. Et pour moi, Alpha Condé, hélas, tenu de ce qu'il a pu incarner pendant plusieurs décennies, il est l'archétype de cet opposant historique qui vient bientôt aveugler sur le thème, pardon pour la formule un peu triviale, mais décidément ce peuple ne me mérite pas, quoi. Il y avait quelque chose dans ses déclarations, dans son attitude, dans les interviews, etc., qui renvoyait à ça. Donc je dirais que, hélas, il a été l'artisan de sa propre déchéance politique. Bien. Il a creusé à grands coups de pelle le tombeau de sa destinée présidentielle. C'est navrant, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas manqué d'amis pour lui dire. Il s'est même brouillé avec certains de ses amis français les plus proches, parce que ceux-ci avaient eu l'outrecuidance d'attirer son attention sur l'impasse dans laquelle il s'engouffrait. Bien. Vincent Huge, journaliste indépendant, essayiste enseignant à Sciences Po et puis auteur de plusieurs ouvrages, dont Kadhafi et puis le tout dernier, Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme colonial. Grand merci à vous, Vincent. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. L'émission continue.